Elle sera toujours dépendante financièrement, a dit maman à ses amis. Papa a acquiescé, aucun sens des affaires. J'ai souri. Leur avocat est apparu, le détenteur de la dette de 26 millions d'euros exige le remboursement immédiat du prêt, c'est votre fille. Le champagne a cessé de couler. Elle sera toujours dépendante financièrement, a annoncé maman à ses amis du club de jardinage, sa voix résonnant à travers le patio où je me tenais près des rosiers. Papa a fait tournoyer son cognac et a hoché la tête. Aucun sens des affaires, absolument aucun. Elle n'en a jamais eu, et n'en aura jamais. J'ai ajusté une fleur qui était tombée de sa composition et j'ai souri doucement. L'avocat de la famille, Maître Henriet, est apparu aux porte-fenêtres, le visage livide. Monsieur et Madame de Beaumont, je dois vous parler immédiatement. Le détenteur de la dette de 26 millions d'euros exige le remboursement intégral du prêt effectif dès lundi. Il a marqué une pause, me regardant directement. C'est votre fille. Le champagne a cessé de couler. 12 femmes en robe d'été de haute couture se sont figées au milieu de leur conversation. J'ai continué à arranger les fleurs. Mon nom est Noémie de Beaumont. J'ai 31 ans et j'ai passé ma vie entière à m'entendre dire exactement qui j'étais censé être, la déception. La famille de Beaumont possédait les ateliers de Beaumont, une entreprise d'équipement industriel de taille moyenne que mon grand-père avait bâtie à partir de rien en 1962. Au moment de ma naissance, elle était devenue une entreprise de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ce n'était pas le classement des plus grandes fortunes, mais c'était respectable, le genre d'entreprise qui permettait à votre famille d'être invitée dans les cercles prestigieux et garantissait que vos enfants fréquentent les bonnes écoles privées. Le problème était que je n'étais jamais l'enfant idéal. Mon frère Marc-Antoine est né 3 ans avant moi et, dès l'instant où je suis venu au monde, la comparaison a commencé. Marc-Antoine était l'héritier présomptif. J'étais le fruit d'une réflexion après coup. Je me souviens avoir eu 7 ans, assise à la table du dîner avec mon bulletin scolaire, que des A. J'avais travaillé si dur ce semestre-là, restant éveillé tard avec mes fiches de révision et demandant à mon professeur des travaux supplémentaires. J'ai fait glisser le bulletin sur la table vers mon père, le cœur battant d'espoir. Il l'a regardé pendant peut-être 2 secondes. C'est bien, Noémie. Puis Marc-Antoine est entré avec son bulletin. Des B et des C, avec un D en mathématiques. Papa s'est levé, lui a tapé sur l'épaule et a dit « Ne t'inquiète pas, mon fils. Les notes n'ont aucune importance quand on a l'instinct des affaires. Tu dirigeras cette entreprise un jour. » Maman a hoché la tête avec approbation. Marc-Antoine a l'esprit entrepreneurial des de Beaumont. J'ai repris mon bulletin et je suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas pleuré. Même à 7 ans, j'apprenais à ne rien attendre de différent. Le schéma s'est poursuivi tout au long de mon enfance. Quand j'avais 12 ans, j'ai gagné le concours national d'orthographe. Il y avait 247 concurrents et j'ai pris la première place. Le trophée était presque aussi grand que moi. Je suis rentré à la maison débordante de fierté, le portant à travers la porte d'entrée. Maman était au téléphone avec tante Geneviève. Elle a couvert le combiné et a dit « Mets ça quelque part, Noémie. Ton frère vient d'être accepté au stage de tennis, celui où va le fils du sénateur Morel. » Elle a repris sa conversation. « Oui, Geneviève, nous sommes si fiers. Les opportunités de réseautage à elles seules. » J'ai mis le trophée dans mon placard. Il y est probablement encore. Mais le souvenir qui a tout cristallisé s'est produit quand j'avais 16 ans. Il m'était intéressé à la finance, la vraie finance, pas le vague sens des affaires dont ma famille parlait toujours. J'ai passé des heures à lire sur les marchés, à étudier les évaluations d'entreprises et à apprendre le fonctionnement des structures de dette. Pour mon 16e anniversaire, j'ai demandé à mon père si je pouvais l'observer aux ateliers de Beaumont pendant une semaine. Il a ri. Il a vraiment ri. Noémie, ma chérie, le sol de l'usine n'est pas un endroit pour toi. Tu ne comprendrais pas ce qui s'y passe de toute façon. Il m'a tapoté la tête comme si j'avais encore 7 ans. Pourquoi ne demanderais-tu pas à ta mère de t'aider à organiser le gala de charité? C'est plus de ton ressort. Marc-Antoine, qui avait 19 ans et venait d'échouer à son 2e semestre à l'université, assistait déjà aux réunions du conseil d'administration. J'ai arrêté de demander après cela. Au lieu de cela, j'ai regardé. J'ai écouté. Quand mon père recevait des associés à dîner, je m'asseyais tranquillement et j'absorbais tout.
Quand des documents restaient sur son bureau, je les lisais, non pas pour saboter, mais simplement pour apprendre. Et ce que j'ai appris, c'est que mon père, malgré tous ses discours sur l'instinct des affaires, n'était pas un homme d'affaires particulièrement doué. Il prenait des décisions basées sur son ego plutôt que sur les données. Il refusait de moderniser l'équipement parce que nous avons toujours fait ainsi. Il s'endettait pour financer des expansions qui n'étaient pas justifiées par l'analyse du marché. Au moment où je suis parti pour l'université de province parce que l'argent de la famille était réservé à la 3e tentative de Marc-Antoine dans l'enseignement supérieur, je savais que les ateliers de Beaumont s'essoufflaient lentement. J'ai étudié la finance à l'université, obtenant mon diplôme avec la mention la plus haute. Mes parents n'ont pas assisté à la cérémonie. Marc-Antoine se fiançait ce week-end-là et il ne pouvait pas manquer la fête. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit d'eux depuis des années. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris un poste dans un petit cabinet de conseil à Paris. Le salaire était modeste, 14 000 € par an, mais j'ai appris plus durant ces 2 premières années que la plupart des gens n'apprennent en une décennie. J'ai eu un mentor nommé Dorothée Chin, une femme brillante qui avait bâti son propre cabinet à partir de rien. Elle a vu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais remarqué. Tu as un instinct pour les actifs en difficulté, m'a-t-elle dit un jour. Tu vois de la valeur là où les autres voient l'échec. C'est rare, Noémie. J'ai travaillé 18 heures par jour. J'ai vécu dans un minuscule appartement. J'ai économisé 40% de tout ce que je gagnais. Et j'ai étudié le marché avec la même concentration obsessionnelle que j'avais autrefois appliquée aux concours d'orthographe et aux bulletins scolaires. Ma famille, bien sûr, ne savait rien de tout cela. Pour eux, j'étais toujours la pauvre Noémie, occupant un poste de bureau vague à Paris. Quand je rentrais pour les vacances, maman soupirait parce que je n'avais pas encore trouvé de mari. Papa me demandait quand j'allais devenir sérieuse dans la vie. Marc-Antoine ricanait en parlant de son bureau de direction aux ateliers de Beaumont, où il avait été installé comme vice-président malgré son absence de qualification au-delà de son nom de famille. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. C'était plus facile ainsi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à l'âge de 27 ans, j'avais quitté le cabinet de conseil et fondé ma propre société d'investissement, Investissement de la Roche. J'ai utilisé le nom de jeune fille de ma grand-mère, la seule personne de ma famille qui ait jamais cru en moi. Elle est morte quand j'avais 14 ans, mais elle m'avait laissé 28 000 € dans une fiducie que mes parents ignoraient. Cet argent, combiné à mes économies et à un petit prêt de Dorothée, est devenu mon capital de départ. Je me suis concentré sur l'acquisition de dettes en difficulté, achetant la dette d'entreprise chancelante pour soit les restructurer à profit, soit prendre le contrôle des actifs. C'était un travail complexe et peu prestigieux, le genre de travail que ma famille ne comprendrait ou ne valoriserait jamais. En 3 ans, Investissement de la Roche gérait 166 millions d'euros d'actifs. À l'âge de 30 ans, ce chiffre était passé à 313 millions d'euros. Et il y a 18 mois, une opportunité très intéressante s'est présentée à moi. Les ateliers de Beaumont coulaient. La direction de Marc-Antoine, si on pouvait l'appeler ainsi, avait accéléré le déclin de l'entreprise. De mauvais contrats, des investissements encore pires. Une installation de fabrication achetée en 2019 restait vide parce que Marc-Antoine n'avait pas tenu compte des restrictions de zonage. L'entreprise avait contracté 26 millions d'euros de dettes à taux d'intérêt élevés pour rester à flot, une dette qui était maintenant détenue par une banque régionale désespérée de se débarrasser d'actifs toxiques. J'ai racheté cette dette pour 18 millions d'euros. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je ne l'ai pas fait pour blesser ma famille. Je l'ai fait parce que c'était un investissement judicieux. Les actifs sous-jacents des ateliers de Beaumont à l'installation d'origine, l'équipement, les contrats clients valaient plus que la dette. Correctement gérée, l'entreprise pouvait se rétablir. Mal gérée, je récupérerais tout de même mon investissement par la liquidation des actifs. C'était des affaires, pures et simples. Mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une petite partie de moi, la petite fille de 7 ans au bulletin ignoré, celle de 12 ans au trophée caché, celle de 16 ans qui voulait simplement apprendre, qui n'avait pas ressenti quelque chose en signant ces documents. Pas de la satisfaction, pas de la vengeance. Peut-être simplement de la reconnaissance. La preuve qu'il s'était trompé sur moi depuis le début. La fête dans le jardin était l'événement estival annuel de ma mère. 50 de ses amis les plus proches étaient réunis pour admirer ses roses et boire du champagne qui coûtait plus cher que mon premier mois de loyer à Paris. Je n'avais pas prévu d'y assister.
Je rentrais rarement à la maison désormais, et quand je le faisais, mes visites étaient brèves. Mais il y a 3 semaines, j'avais reçu un appel de Maître Henriet, l'avocat de mes parents. Ce n'était pas au sujet de la dette, il ignorait que je la détenais, cette information était enfouie sous 3 couches de structure d'entreprise. Non, il m'avait appelé au sujet de la succession de ma grand-mère. Apparemment, il y avait une unité de stockage qui avait été oubliée lors du règlement initial de ces affaires. Quelques effets personnels, de vieilles photographies, quelques bijoux. Rien de grande valeur, mais Maître Henriet pensait que je pourrais les vouloir étant donné que j'avais été proche d'elle. J'ai décidé de prendre l'avion, de récupérer les affaires de ma grand-mère et de repartir avant que quiconque ne sache que j'étais là. Ce plan a duré environ 4 heures. J'étais à l'installation de stockage quand Marc-Antoine a appelé. Pas sur mon téléphone, j'avais changé de numéro il y a des années. Il a appelé directement l'installation et a demandé à ce qu'on m'appelle au micro. Noémie, maman organise sa fête de jardin samedi. Tu viens. Ce n'était pas une question. Maman a spécifiquement dit qu'elle voulait ses 2 enfants présents. Quelque chose à propos des apparences pour le comte de Villedieu. Le comte de Villedieu. Même après tout cela, ils utilisaient encore les événements familiaux comme des opportunités d'affaires. Madame de Villedieu était mariée au propriétaire d'une entreprise de logistique qui pourrait devenir un client majeur des ateliers de Beaumont. Ma mère cultivait cette relation depuis 2 ans. Je dois être de retour à Paris dimanche, ai-je dit. Parfait. La fête est à 14 heures. Ne porte rien de gênant. Il a raccroché. Je me suis tenu dans cette unité de stockage, entouré des souvenirs de ma grand-mère, et j'ai pris une décision. J'irai à la fête. Je serai poli, je sourirai, je jouerai le rôle de la fille décevante une dernière fois, puis je partirai, je récupérerai les affaires de ma grand-mère et je retournerai à ma vraie vie. Ce que je n'avais pas prévu, c'était le calendrier. Le prêt sur la dette des ateliers de Beaumont arrivait à échéance. Mon équipe chez Investissement de la Roche surveillait les finances de l'entreprise, et le tableau était sombre. Marc-Antoine avait réussi à aggraver les choses au cours des 6 derniers mois. Les réserves de trésorerie étaient presque épuisées. 2 clients majeurs étaient partis chez des concurrents. Les paiements du prêt étaient en retard depuis 3 mois. Mon directeur financier, David, avait préparé l'avis de remboursement à la procédure standard pour un détenteur de dette lorsque les paiements sont systématiquement en retard. Nous avions prévu de l'envoyer lundi, donnant à l'entreprise un avis formel que nous exercions notre droit d'exiger le remboursement intégral. Mais quand Maître Henriet m'a vu à la fête, quand il m'a reconnu et que, étant un avocat méticuleux, il a décidé de chercher pourquoi Noémie de Beaumont pourrait traîner près des conversations sur la dette de l'entreprise, les choses se sont accélérées. Il a passé quelques appels. Il a suivi la piste des documents d'entreprise. Et à 15h47 le samedi après-midi, il a franchi les portes-fenêtres de ma mère avec l'expression d'un homme qui venait de voir un fantôme. La fête était tout ce dont je me souvenais et rien de ce qui me manquait. Des flûtes de champagne en cristal. Des femmes en robe de créateur commentant les hortensias. Ma mère tenant salon près de la roseraie, acceptant les compliments sur son organisation comme si elle avait fait autre chose que de signer des chèques au traiteur. Je portais une simple robe bleu marine, appropriée mais banale. L'objectif était de me fondre dans la masse, de remplir mon obligation et de partir. J'avais déjà repéré Madame de Villedieu près de la table des apéritifs et j'avais pris note de l'éviter. Noémie. La voix de ma mère a coupé les bavardages du jardin. Viens ici. Je me suis approché du groupe qu'elle avait réuni et 4 femmes que je reconnaissais vaguement de mon enfance, toutes épouses d'associés ou membres de cercles fermés. Le genre de femmes qui mesurent la valeur en mètres carrés et en titre de poste de leur mari. Voici ma fille, a dit maman, le mot fille portant un poids de déception que moi seul pouvais entendre. Elle travaille dans. Qu'est-ce que tu fais déjà, ma chère? Quelque chose avec de la paperasse? Conseil financier, ai-je dit calmement. C'est bien. Madame Petit, une femme dont le mari possédait une chaîne de concessionnaires automobiles, m'a adressé un sourire compatissant. Ma nièce fait quelque chose de similaire. Saisie de données, je crois. Je ne l'ai pas corrigé. Noémie a toujours été plus académique, a continué maman. Pas comme Marc-Antoine. Lui, il a le véritable instinct des affaires des de Beaumont. Comme par enchantement, mon frère est apparu au coude de ma mère. Il avait pris du poids depuis notre dernière rencontre,
et sa chemise de golf tendait sur un ventre construit par des déjeuners bien arrosés. Sa femme Béatrice le suivait, son sourire aussi figé que sa laque. En parlant de ça, a dit Marc-Antoine assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Noémie, je voulais te demander, loues-tu toujours ce petit appartement à Paris? Parce que Béatrice et moi venons de conclure l'achat de notre 3e propriété. Une villa à Saint-Tropez, 4 chambres, quai privé. Félicitations, ai-je dit. Tu devrais venir nous voir un jour. Le ton de Béatrice laissait clairement entendre que cette invitation ne se matérialiserait jamais. Ce serait bien pour toi de voir comment vivent les gens qui réussissent. Maman a ri. C'était son rire social, celui qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde sache qu'elle trouvait quelque chose d'amusant sans paraître trop enthousiaste. Béatrice, ne la taquine pas, Noémie s'en sort bien pour elle-même, n'est-ce pas, ma chère? Je m'en sors bien, ai-je dit. Elle sera toujours dépendante financièrement, bien sûr, a dit maman à ses amis, sa voix portant ce mélange particulier de pitié et de jugement qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Aucun sens des affaires. Elle n'en a jamais eu. Papa s'était approché du bar, un cognac à la main. Il a hoché la tête solennellement. Aucun sens des affaires, absolument aucun. Jamais eu, jamais n'aura. C'est pourquoi nous nous sommes toujours assurés d'inclure une petite fiducie pour elle dans notre planification successorale. Quelqu'un doit veiller sur elle. J'ai souri doucement, le même sourire que j'avais perfectionné à 7 ans. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, était que la petite fiducie qu'ils avaient mise de côté pour moi représentait environ 0,003% de ma valeur nette actuelle. La dernière évaluation d'investissement de La Roche situait mes avoirs personnels à 87 millions d'euros. La fiducie qu'ils pensaient protectrice pour moi était de 260 000 euros. Mais je n'ai rien dit. Je ne disais jamais rien. Au lieu de cela, je me suis éclipsé pour admirer les roses. L'heure suivante est passée dans un flou de politesse et de sourires forcés. J'ai vérifié mon téléphone périodiquement, répondant aux messages de David concernant les rapports trimestriels. Rien d'urgent, juste les opérations normales d'une société d'investissement de 313 millions d'euros. À 15h30, j'ai remarqué l'arrivée de Maître Henriet. Il était l'avocat de mes parents depuis 20 ans, et sa présence lors d'événements sociaux était banale. Ce qui était remarquable, c'était son expression lorsqu'il m'a repéré près de l'abri de jardin. De la reconnaissance, puis de la confusion, puis. J'ai vu cela se produire en temps réel, une horreur naissante alors que les pièces commençaient à s'assembler. Il s'est excusé auprès de mon père et a passé plusieurs appels téléphoniques depuis le coin opposé du jardin. Je l'ai observé sans en avoir l'air. Son visage devenait progressivement plus pâle à chaque conversation. À 15h47, il a franchi les portes-fenêtres. À 15h48, la fête a changé à jamais. Monsieur et Madame de Beaumont, je dois vous parler immédiatement. La voix de Maître Henriet a tranché les bavardages de la fête comme un couteau. Ma mère s'est arrêtée et a froncé les sourcils. Gérald, nous recevons. Cela ne peut-il pas attendre lundi? J'ai bien peur que non. Il a dégluti visiblement. Le détenteur de la dette de 26 millions d'euros exige le remboursement immédiat du prêt. Effectif lundi. Le montant total est dû. La couleur a quitté le visage de mon père. Son cognac a débordé de son verre, tachant sa manche. Ce n'est pas possible. Nous avons fait les paiements. Des paiements tardifs, monsieur. 3 mois consécutifs. Selon l'accord de prêt, cela déclenche le droit d'exiger le remboursement intégral. Marc-Antoine s'est avancé, sa suffisance de tout à le remplacer par quelque chose approchant la panique. Alors, nous négocions. Nous parlons à la banque, nous obtenons une extension. La banque a vendu la dette il y a 18 mois, a murmuré Maître Henriet. À une société d'investissement privé. Alors nous leur parlons, a lancé papa. Qui est-ce? Je les appellerai moi-même, j'expliquerai la situation. Maître Henriet m'a regardé. Tout le monde m'a regardé. Le détenteur de la dette est Investissement de La Roche, a-t-il dit lentement. Une entreprise possédée et dirigée par votre fille. Le champagne a cessé de couler. 12 femmes en robe d'été de créateurs se sont figées. La flûte en cristal de ma mère a glissé de ses doigts et s'est fracassée sur les pierres du patio. Personne ne bougeait. C'est ridicule, a fini par bafouiller Marc-Antoine.
Noémie n'a pas ce genre d'argent. Elle travaille dans la saisie de données ou je ne sais quoi. Conseil financier, ai-je dit calmement. Maître Henriet a sorti son téléphone d'une main tremblante. Je l'ai vérifié auprès de 3 sources distinctes. Investissement de La Roche a acquis la dette auprès de la Banque Populaire de l'Est pour 18 millions d'euros en février de l'année dernière. La société gère actuellement 313 millions d'euros d'actifs. Mademoiselle de Beaumont est l'actionnaire majoritaire avec 87% du contrôle. Le verre de papa a glissé de sa main, se brisant à côté de celui de maman. Il ne semblait pas s'en apercevoir. Noémie. La voix de maman était étrange. Étranglée. Est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai répondu calmement. Oui, David. La voix de mon directeur financier résonnait clairement dans le silence de mort du jardin. Noémie, je confirme simplement que l'avis de remboursement par lundi à 9 h du matin. C'est exact. Et vous êtes certaine des conditions? Montant total, délai de 30 jours. Procédure standard, ai-je dit. L'emprunteur n'a pas respecté ses obligations de paiement pendant 3 mois consécutifs. Nous sommes dans notre droit. Compris. Je vais demander au service juridique de finaliser les documents. J'ai raccroché. La femme de Marc-Antoine était devenue blanche comme un linge. La villa à Saint-Tropez, a-t-elle murmuré. Nous venons. Marc-Antoine, nous venons d'utiliser l'entreprise comme garantie pour la villa. Tais-toi, Béatrice. 26 millions d'euros, a dit papa, la voix creuse. Nous n'avons pas 26 millions d'euros. Nous n'en avons même pas la moitié. Je le sais, ai-je répondu. Maître Henriet s'est raclé la gorge. Si je puis me permettre, monsieur de Beaumont. Les actifs de l'entreprise, s'ils sont correctement liquidés, couvriraient probablement la dette. Mais cela signifierait la fin des ateliers de Beaumont. Mon père a terminé la phrase comme un homme prononçant sa propre condamnation à mort. Les invités de la fête commençaient à s'éclipser vers la sortie. Personne ne voulait être témoin de cela. Madame de Villedieu appelait déjà sa voiture. Tu as fait ça. Marc-Antoine s'est avancé vers moi, le visage déformé par la rage. Tu as fait ça exprès pour nous détruire. J'ai fait un investissement judicieux, ai-je dit calmement. Votre entreprise possède des actifs sous-jacents de valeur. L'installation d'origine seule vaut 11 millions d'euros. L'équipement, 7 autres millions. Les contrats clients, s'ils sont bien gérés, pourraient générer 14 millions d'euros par an. Mais vous exigez le remboursement. Vous nous mettez dehors. J'exerce les droits standards d'un détenteur de dette en réponse à des retards de paiement. J'ai soutenu son regard fermement. 3 mois consécutifs, Marc-Antoine. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la négligence. Maman s'est avancée, écrasant des débris de verre sous ses talons. Noémie, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Je le sais. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons. Nous pouvons trouver un accord. Nous te donnerons un poste dans l'entreprise. Un vrai poste. Vice-présidente des finances. Tu pourras nous aider. Je n'ai pas besoin d'un poste. Ma voix restait calme. J'ai une entreprise. Elle se porte très bien. Combien? La question de papa était à peine audible. Pardon? Ton entreprise. Ta firme. Combien vaut-elle? J'ai envisagé de ne pas répondre, mais quelque chose a parlé malgré tout. L'évaluation actuelle est de 313 millions d'euros. Ma valeur nette personnelle est d'environ 87 millions d'euros. Le silence qui a suivi était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Marc-Antoine a émis un son qui n'était pas vraiment un rire. C'est impossible. Tu mens. Tu dois mentir. Comme sur commande, mon téléphone a encore sonné. J'ai regardé l'écran. Excusez-moi. Je dois prendre cet appel. Je me suis éloigné de ma famille et j'ai répondu. Bonjour, mademoiselle de Beaumont. Ici Catherine Prévost du magazine Challenge. Nous finalisons notre numéro rétrospectif sur le palmarès des jeunes dirigeants. Vous y avez figuré il y a 4 ans, et nous aimerions informer nos lecteurs sur la croissance d'investissement de La Roche,
passer de 37 millions à 313 millions d'euros d'actifs. Pouvons-nous prévoir une interview? J'étais consciente que ma famille écoutait chaque mot. Je vais demander à mon assistant de vous envoyer mes disponibilités. Merveilleux. Et encore félicitations pour l'acquisition Mercier. C'était un sacré coup de maître. Merci, Catherine. J'ai raccroché et me suis retourné pour trouver ma mère en larmes, mon père fixant le vide, Marc-Antoine rouge de colère et tremblant, et Béatrice déjà sur son téléphone. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» a murmuré maman. J'ai pensé au bulletin à 7 ans, au trophée à 12 ans, à la demande d'observation à 16 ans. « Vous n'avez jamais demandé ?» ai-je dit. « Vous étiez trop occupé à me dire qui j'étais. » Les conséquences immédiates ont été rapides. La fête s'est terminée en 15 minutes. Les invités ont fui comme si la maison était en feu, composant déjà les potins qu'ils allaient répandre la semaine suivante. Madame de Villedieu est partie sans dire au revoir. La réputation des de Beaumont s'est effondrée en un seul après-midi. Le dimanche matin, le téléphone de mon père avait cessé de sonner. Les associés d'affaires qui appelaient chaque semaine depuis des années n'avaient soudainement plus de disponibilité. Le directeur de leur club privé a appelé pour discuter de l'adhésion familiale, une conversation qui s'est terminée par le déclassement discret de leur statut privilégié. L'accord pour la villa de Marc-Antoine est tombé à l'eau dès lundi. Les vendeurs ont exigé un paiement immédiat et intégral. Il n'a pas pu payer. L'acompte de 315 000 € a été perdu. Béatrice a demandé la séparation légale le mardi. Tout le monde connaissait la vraie raison, elle avait épousé Marc-Antoine pour le nom et l'argent des de Beaumont. Sans l'un ni l'autre, elle n'avait plus d'intérêt à rester. Les conséquences se sont aggravées. Le mercredi, Maître Henriet a appelé mes parents pour les informer que 2 membres du conseil d'administration avaient démissionné. Le vendredi, la nouvelle s'était répandue dans toute l'industrie. Le plus gros client restant des ateliers de Beaumont, une entreprise représentant 31% du chiffre d'affaires annuel, a annoncé qu'il explorait d'autres fournisseurs. Les actions sont devenues essentiellement sans valeur. Le lundi suivant, l'avis de remboursement officiel est arrivé, 30 jours pour produire 26 millions d'euros sous peine de saisie d'actifs. Mon père a appelé chaque banque, chaque prêteur privé, chaque connaissance fortunée. Personne n'a rappelé. Marc-Antoine, entre-temps, avait découvert l'étendue de son exposition financière. Il avait personnellement garanti une ligne de crédit de 2 millions d'euros qu'il avait utilisée pour des investissements ratés dans la crypto-monnaie et une boîte de nuit fermée rapidement. Cette garantie était également réclamée. Son avocat l'a informé qu'une faillite personnelle était probable. 3 semaines après la fête dans le jardin, mon père a demandé un dernier rendez-vous dans un restaurant à Paris. Terrain neutre. J'ai accepté. Il paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Le patriarche confiant avait été remplacé par un homme fatigué et effrayé. Noémie. Il n'arrivait pas tout à fait à soutenir mon regard. Je dois te demander quelque chose. Je t'écoute. Est-ce que... Y a-t-il une possibilité pour que tu envisages de restructurer la dette? J'ai laissé le silence s'étirer un moment. À quoi ressemblerait cette restructuration? L'espoir a brillé dans ses yeux. Nous pourrions établir un plan de paiement. Des conditions étendues, un intérêt plus bas. Nous donner le temps de redresser l'entreprise. Et qui dirigerait ce redressement? L'espoir s'est éteint. Il savait ce que je demandais. Marc-Antoine a fait quelques erreurs. Marc-Antoine a conduit une entreprise de 60 ans à sa perte par une combinaison d'incompétence et d'ego, ai-je dit calmement. Je n'ai pas vu une seule décision de sa part qui soit basée sur des principes commerciaux sains. Il a acheté une usine sans vérifier les lois de zonage. Il a perdu 3 clients majeurs parce qu'il a refusé de moderniser l'équipement. Mon père n'a rien dit. Si je restructure cette dette, ai-je continué, Marc-Antoine s'en va. Complètement. Aucune implication d'aucune sorte. C'est mon fils. Et il est ton successeur depuis 30 ans. Comment cela se passe-t-il jusqu'ici? Nouveau silence. Quoi d'autre, a-t-il finalement demandé? Le conseil d'administration sera remplacé. Je choisirai 3 membres. Les sièges restants pourront être occupés par tes choix, sous réserve de mon approbation. Tu veux le contrôle de l'entreprise. Je veux que l'entreprise survive. La seule façon d'y arriver est une direction compétente et une surveillance appropriée.
Il a fixé son café pendant un long moment. Et si j'accepte? Alors je restructurerai la dette en un plan de paiement sur 5 ans à un taux d'intérêt de 4%. L'entreprise aura l'espace nécessaire pour se rétablir. Si les projections se maintiennent, vous serez sans dette et rentable d'ici 4 ans. Et si je n'accepte pas? J'ai soutenu son regard fermement. Alors la liquidation des actifs commence dans 9 jours. Les ateliers de Beaumont cessent d'exister. 60 ans, a-t-il murmuré. Mon père a bâti cette entreprise à partir de rien. Je le sais. Et je le savais. J'avais passé mon enfance à regarder, apprendre et comprendre l'entreprise dont on ne m'avait jamais permis de faire partie. Je t'offre une chance de la sauver. Mais cela nécessite d'admettre que tu t'es trompé. Au sujet de Marc-Antoine? De l'entreprise. J'ai marqué une pause. Au sujet de moi. 3 jours plus tard, j'ai reçu un accord signé. Marc-Antoine a été démis de toutes les opérations de l'entreprise. Il conserverait une petite part de propriété assez pour maintenir la dignité familiale, mais pas assez pour influencer les décisions. Aux dernières nouvelles, il était consultant pour la société d'un ami, ce qui signifiait ne rien faire. Mon père s'est retiré pour devenir président émérite. Les véritables décisions seraient prises par le nouveau conseil, dont j'ai rempli 3 sièges avec des cadres expérimentés du secteur manufacturier. L'entreprise survivrait. Elle avait enfin une chance. Une vraie chance pour la première fois depuis des années. Ma mère m'a appelé la semaine après la signature de l'accord. Noémie, sa voix était prudente, dépouillée de la condescendance habituelle. J'espérais que nous pourrions parler d'eux. J'ai réfléchi aux choses que j'ai dites à la fête. Depuis longtemps. D'accord, je me suis trompé. Les mots semblaient physiquement douloureux à prononcer. À ton sujet. À propos de ce que tu pouvais faire. De ce que tu pouvais être. Je n'ai rien dit. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Ce que tu as accompli. Qui tu es. Merci de dire cela, ai-je répondu. Pourrions-nous dîner ensemble un jour? Juste nous deux. J'ai considéré la question. La petite fille de 7 ans en moi voulait désespérément dire oui. Mais j'avais 31 ans. J'avais appris certaines choses sur les gens. Peut-être un jour, ai-je dit. Pas encore. Elle a accepté cela avec plus de grâce que je ne l'imaginais. Peut-être apprenait elle aussi. Le dernier appel que j'ai passé cette semaine-là a été pour Dorothée Chin, mon ancien mentor. Elle avait suivi la situation depuis Paris avec un mélange d'amusement et de fierté. Alors, a-t-elle dit quand j'ai appelé. Qu'est-ce que cela fait? J'ai réfléchi à la question. C'était différent de ce que j'avais prévu. Je pensais que je me sentirais vengée. Triomphante. Au lieu de cela, je regardais l'horizon de Paris depuis la fenêtre de mon bureau, au 34e étage d'un immeuble dont je possédais 20% une vue que j'avais gagnée par 2 décennies de travail et de détermination. Je me sens libre, ai-je dit finalement. Pas parce qu'ils savent maintenant. Mais parce que j'ai réalisé que leur opinion n'avait jamais eu autant d'importance que je le pensais. J'ai bâti tout cela sans eux. Et maintenant que tu l'as. Maintenant je sais que cela n'a jamais été à propos d'eux. J'ai souri légèrement. C'était toujours à propos de moi. À propos de me prouver que je pouvais le faire. Dorothée a ri. C'est la meilleure des revanches, tu sais. Pas de leur faire voir ta réussite mais de réaliser que tu n'as pas besoin qu'ils la voient. Elle avait raison. J'ai raccroché et me suis retourné vers mon bureau où les rapports trimestriels d'investissement de La Roche m'attendaient. L'acquisition Mercier avait été conclue avec succès. La firme était en bonne voie pour atteindre 370 millions d'euros d'actifs sous gestion d'ici la fin de l'année. Ma famille savait qui j'étais maintenant. Le monde savait qui j'étais maintenant. Mais plus important encore, je savais qui j'étais. Je l'avais toujours su. J'attendais simplement que tout le monde rattrape son retard.